Merci donc à l'association et à sa présidente de l'invitation qui me donne l'occasion de parler d'un sujet qui vraiment nous passionne actuellement, qui est le rôle du sommeil en fait dans les apprentissages, au-delà de la dyslexie, la dyspraxie, les apprentissages en général. Alors pour bien comprendre le rôle du sommeil, il faut d'abord connaître le rôle du sommeil normal. Donc la première chose, c'est que le sommeil en fait est séparé en cycles. Alors, suivant les enfants qui sont plus ou moins âgés, on va avoir de 3, 4 ou 5 cycles qui donc vont représenter globalement quelques heures simplement. 3 heures le plus souvent. Et chacun de ces cycles est séparé avec 3 parties. En dehors de l'endormissement, qui normalement dure une quinzaine de minutes, on verra que chez les 10, c'est souvent pas le cas. On a une première partie qu'on appelle le sommeil lent léger. La deuxième partie, c'est à peu près un quart le sommeil lent profond. Et puis, ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Alors, vous voyez dans le tableau en bas à gauche, mais je ne vais pas insister, l'évolution du sommeil. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sommeil des enfants, assez rapidement, ressemble au sommeil des adultes. Évidemment, les tout petits, on le sait bien, dorment beaucoup, mais assez rapidement, et surtout pendant l'âge scolaire, on a un schéma de sommeil qui est assez semblable à celui des adultes. Le sommeil paradoxal est caractérisé physiquement par une hypotonie musculaire. C'est-à-dire que si vous allez voir un enfant qui dort, qui est en sommeil paradoxal, vous lui prenez la main, vous la lâchez, c'est tout mou. C'est une hypotonie d'ailleurs qui est active, ce n'est pas les muscles qui s'arrêtent de se contracter, c'est un produit qui est fabriqué pour bloquer la contraction, le tonus des muscles. Ce qui est intéressant, c'est que cette hypotonie musculaire touche beaucoup les muscles posturaux, ceux qu'on utilise pour se tenir. Et évidemment, l'hypotonie n'est que par exemple la respiration ou les muscles déglutition. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, en raison du fait que le sujet est complètement hypotone, le diaphragme va jouer le rôle essentiel pour la respiration pendant cette période de sommeil paradoxal. Vous savez, le diaphragme, c'est ce muscle qu'on a juste en dessous du thorax qui descend et qui permet d'inspirer, et quand il remonte, qui permet d'expirer. Mais retenons simplement que la ventilation, c'est essentiellement le diaphragme pendant le sommeil paradoxal, donc pendant 25% des différentes phases de sommeil. On a longtemps pensé que le sommeil, c'était un trou noir. Le sommeil de l'enfant, voilà, il ne se passe rien. Aujourd'hui, si vous voulez, on sait que ce n'est pas du tout ça, et on va voir assez rapidement à quoi sert le sommeil. La première chose qui a été mise en évidence, c'est que le cerveau, contrairement à beaucoup d'organes, se détoxique en quelque sorte pendant le sommeil. Alors, j'utilise exprès des images extrêmement simples, mais c'est des choses qui sont très scientifiques. On a été étudié au microscope, certains chercheurs ont étudié au microscope la structure du cerveau pendant le sommeil. On s'est aperçu qu'il y avait des phases de dilatation, de rétraction aussi des vaisseaux, et à chaque fois que les vaisseaux se rétractent un peu, vous avez les espaces entre les neurones, entre les cellules qui augmentent. Il y a comme ça des espèces de vagues de contraction, de dilatation, qui créent un mouvement entre le liquide intracérébral et puis ce liquide qui entoure le cerveau, qu'on appelle le liquide céphalorachidien. C'est-à-dire que le sommeil permet l'évacuation des déchets. Alors c'est important parce que pas de sommeil égale un reliquat de déchets au niveau du cerveau et donc un problème de fonctionnement. Donc on peut dire d'une certaine façon que le sommeil, et surtout le sommeil lent profond, permet une récupération de la fatigue. On peut appeler ça la fatigue cérébrale. Si on n'a pas de sommeil correct, on ne récupère pas et on installe une fatigue qui est non seulement physique, mais également donc cérébrale. Donc cette phase joue un rôle très important dans le potentiel attentionnel. Si vous ne dormez pas bien, vous n'allez pas vous reposer. Si vous ne vous reposez pas, on ne peut pas vous demander d'être attentif à l'école, par exemple, mais aussi au travail. Mais le point le plus important, peut-être, c'est tout ce qu'on connaît maintenant sur le rôle du sommeil dans la mémoire. Alors, ce rôle, si vous voulez, a été mis en évidence déjà il y a quelques années, et on sait maintenant qu'en fait, il est assez distinctif. C'est-à-dire que chaque phase du sommeil correspond à un type de mémoire. Par exemple, le sommeil lent correspond à ce qu'on appelle la mémoire déclarative. La mémoire déclarative, c'est, voilà, je me souviens, l'année dernière, je suis allé me promener à New York, par exemple.
hein. Donc, c'est un fait précis. On utilise évidemment la mémoire déclarative à l'école, mais surtout, ce qu'on utilise, c'est la mémoire procédurale. Prends un exemple très simple. Vous faites une recette de cuisine un peu compliquée, vous allez prendre un livre de cuisine et vous savez que vous allez faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est une procédure. Et petit à petit, si vous faites 2 fois, 3 fois la recette, vous allez arriver à faire la recette d'une manière automatisée, sans trop réfléchir. Vous avez mémorisé une procédure. Aussi bizarre que ça puisse paraître, cette procédure, vous l'avez fixée dans votre cerveau au moment du sommeil paradoxal. Pas de sommeil paradoxal, vous ne fixez pas la mémoire procédurale. Et dans cette mémoire, vous avez les habilités, alors perceptives, mais aussi motrices. Par exemple, l'horloger qui travaille sur une montre devient habile, aussi bien au niveau perceptif qu'au niveau moteur. Et bien, tout ce qu'il va apprendre dans la journée va se fixer au niveau du cerveau pendant le sommeil paradoxal. La plupart des choses que l'on fait à l'école sont des procédures. Et d'une certaine manière, la lecture est une procédure. Faire un geste coordonné est difficile, comme l'écriture, est une procédure. Donc on voit déjà comment on peut rentrer dans le monde des apprentissages au travers des troubles du sommeil. Un élément extrêmement important et qui, à mon avis, va se développer beaucoup dans les années à venir, qui a été basé sur des études qui ont été faites en particulier sur les grands prématurés. Vous savez que les grands prématurés ont certains troubles neurologiques qui ne sont pas vraiment des maladies, mais il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas bien. Et donc, ils ont eu pas mal d'examens IRM et on a commencé à comprendre que lorsque vous venez au monde, vous avez beaucoup de neurones dans le cerveau et il va y avoir, si vous voulez, des migrations des neurones, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer tout doucement pour aller structurer, pour aller créer la structure du cerveau. Et on sait que la structure du cerveau est particulière chez les enfants qui ont des troubles des apprentissages. Eh bien, on sait aujourd'hui, notamment dans la petite enfance, que c'est pendant le sommeil, notamment le sommeil paradoxal, que cette organisation cérébrale du nouveau-né va passer à l'état d'organisation active de l'enfant, puis de l'adulte. Donc, c'est très important, à mon avis, dans le cerveau dit singulier des dyslexiques, et ce d'autant plus que les zones qui sont un peu particulières dans le cerveau du dyslexique sont volontiers irriguées par des vaisseaux relativement terminaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de ressources lorsqu'un vaisseau ne fonctionne pas bien et que le sommeil paradoxal est perturbé. Alors, c'est plus anecdotique, mais c'est intéressant. On a montré aussi que le fameux sommeil paradoxal gère la créativité. Les gens créatifs ont un bon sommeil paradoxal. Très souvent, ce sont des insomniaques, mais finalement, ils tombent en sommeil paradoxal et c'est plutôt le sommeil lent qui est perturbé. Donc, on le voit, si on résume un peu les choses, le sommeil, c'est le potentiel attentionnel au travers d'une espèce de détoxication anatomique, organique des déchets, pendant la phase de sommeil lent profond. C'est la mémoire, notamment procédurale, mais aussi la mémoire déclarative. Et donc, le potentiel attentionnel plus la mémoire, ça repose sur une certaine plasticité cérébrale qui est très importante chez l'enfant dans les apprentissages, mais qui continue chez l'adulte. Donc, le sommeil est également important. Voilà, si on peut résumer, vous voyez sur cette diapo les points importants qui nous intéressent pour le sommeil normal de l'enfant et sa relation avec les apprentissages. Donc, en fait, ce n'est pas un trou noir. C'est plutôt, si on devait donner une image, un volcan qui sommeille et qui ne demande qu'une chose, si vous voulez, c'est entrer en éruption de façon à donner beaucoup d'éléments positifs pour la journée. Et si on doit retenir quelque chose, on apprend le jour, on fixe la nuit. Si on ne dort pas bien, et notamment si on n'a pas un sommeil paradoxal de qualité, on va probablement fixer certains éléments, mais probablement d'une manière peu structurée. Or, on le sait, pour automatiser des fonctions, il faut non seulement s'en souvenir, mais il faut aussi s'en souvenir selon un schéma organisé. Sinon, on est toujours obligé de revenir en arrière pour restructurer les choses. Évidemment, ça prend du temps et il est probable que ça joue un rôle dans la lenteur des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Alors maintenant qu'on a vu le rôle du sommeil chez l'enfant normal, évidemment, on peut en déduire qu'est-ce qui va se passer chez l'enfant anormal. Alors, je dois dire en préambule que le sommeil de l'enfant fait l'objet de beaucoup d'études de recherche, mais
malheureusement, et surtout dans notre pays, on n'a encore pas assez de structures qui s'intéressent au sommeil de l'enfant. Et c'est vraiment un élément dont on parlera, mais qui est vraiment un problème pour les diagnostics. Alors, comment se passe le sommeil pathologique de l'enfant? La première chose à retenir, qui est à mon avis extrêmement importante, c'est que les signes que vous allez trouver à 8, 9, 10, 11 ans, disons aux âges où on est sûr du trouble d'apprentissage, eh bien en fait, une étude rétrospective a permis de voir que ces signes-là existent bien avant. Et si on n'y fait pas attention, c'est parce que je suis moi-même parent, en fait, quand l'enfant dort, tranquille, on ne va pas trop voir ce qui se passe la plupart du temps. Et c'est, à mon avis, une erreur. Alors, c'est d'autant plus difficile que la plupart des signes pathologiques apparaissent dans la deuxième moitié de la nuit. Donc, ça suppose, pour aller observer l'enfant, qu'on se lève, qu'on mette le réveil, et à 2 heures du matin, qu'on aille voir l'enfant et qu'on l'observe pendant un cycle de 3 heures. Ce n'est pas toujours évident, on le sait. Alors, le sommeil pathologique de l'enfant, il y a 4 stades qui ont été décrits, et je vais insister surtout sur un stade, parce que dans les troubles d'apprentissage, c'est celui-là qui est perturbé. Le premier stade, c'est le ronflement primaire. Ronflement primaire, ça veut dire ce n'est pas l'enfant qui a un rhume et qui ronfle. C'est l'enfant qui ronfle alors qu'il n'a pas a priori de problème ORL. Et les parents sont toujours étonnés d'entendre un enfant qui ronfle beaucoup. Un enfant qui ronfle, c'est déjà un élément pathologique qui nécessite pas de s'inquiéter, mais de faire attention et de faire une démarche pour essayer de comprendre pourquoi. Le deuxième stade, c'est ce qu'on appelle le SARVAS. Alors, je vais détailler le SARVAS, mais un peu après, simplement pour vous dire que c'est l'acronyme de S, syndrome, A, augmentation, R, résistance, VAS, des voies aériennes supérieures. C'est-à-dire que c'est un syndrome, c'est un trouble du sommeil dans lequel les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire tout ce qui, on va parler du pharynx, mais aussi de la zone orale, le débit de l'air à cet endroit-là ne se fait pas correctement. Après, vous passez à, déjà, on commence presque à parler d'apnée, ce sont les enfants qui ont des troubles respiratoires, et la caractéristique, c'est qu'ils ont déjà une modification de l'oxygène, du CO2 au niveau du sang. Je passe très rapidement. Et puis, il y a les véritables apnées, c'est-à-dire que dans l'apnée, vous avez un blocage au niveau du pharynx, l'air ne peut plus passer. Certains enfants qui ont des troubles d'apprentissage ont les apnées, mais la plupart n'ont pas d'apnée, ils ont plutôt un SARVAS. Mais encore une fois, ce n'est pas exclusif, on voit assez fréquemment quand même les enfants qui ont les apnées, et il faut savoir que chez l'enfant, contrairement à l'adulte, l'axiome de base, c'est qu'une apnée, c'est pathologique. Ce n'est pas comme chez l'adulte où on considère que, suivant les endroits, 9 apnées, 10 apnées, 20 apnées, etc., sont pathologiques. Une apnée chez l'enfant, c'est pathologique. Et évidemment, vous le voyez, je vais passer rapidement, il y a des chiffres clés pour dire c'est plutôt une hypopnée, c'est plutôt une apnée, etc. Je crois qu'il faut qu'on oublie ça. Chez l'enfant, autant c'est valable chez l'adulte, autant chez l'enfant, il faut raisonner dans un contexte différent. Le sommeil est normal, il est subnormal ou il est pathologique. Un enfant doit normalement dormir correctement. Si déjà il y a des signes, il faut au moins faire une démarche pour essayer de comprendre pourquoi le sommeil n'est pas bon. Et surtout, si on voit qu'à l'école, il y a des problèmes, et vous le savez, les problèmes d'apprentissage ne surviennent pas au moment du diagnostic, ils sont déjà présents la plupart du temps en moyenne et grande section. Je reprends cette étude qui est très intéressante, c'est que cette étude a été faite aux États-Unis. Ils ont étudié 1114 enfants dans une école primaire. D'accord ? Ils ont regardé leur sommeil, et la constatation qui est la plus importante, qui vraiment, il faut se la mettre dans la tête, ce n'est pas parce que le trouble du sommeil est important qu'il y a beaucoup de troubles cognitifs. Le ronflement primaire, lorsqu'il est très important en termes de durée, donc n'a pas de gravité lui-même, puisqu'il ne provoque pas de perturbation au niveau des gaz du sang, de la même façon le SARVAS, donne autant de troubles cognitifs que les enfants qui ont les apnées. Alors évidemment, c'est une étude qui donne des résultats statistiques, donc chaque individu est différent, on le sait. Mais globalement,
même des troubles du sommeil minimes, doivent susciter une attention particulière. En clair, les troubles respiratoires de l'enfant, ce ne sont pas les troubles de l'adulte en petit. L'enfant n'est pas un petit adulte, c'est un individu particulier, et dès qu'il y a des troubles du sommeil, il faut se poser des questions. Donc, il faut bien se retenir cette phrase, les conséquences cognitives ne sont pas proportionnelles à la gravité du trouble du sommeil. Pourquoi j'insiste? Parce que, vous le verrez, on a enregistré pas mal d'enfants, et très souvent, j'ai un résultat, un peu comme un adulte. On me dit, il y a une apnée à l'heure, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas que c'est pas grave. Je dois essayer de comprendre pourquoi l'enfant fait une apnée ou pourquoi il a des troubles respiratoires. Donc, finalement, si on devait résumer, les troubles du sommeil de l'enfant, qu'est-ce que ça provoque? Vous voyez à gauche, déjà dans la petite enfance, l'organisation anatomique, fonctionnelle, physiologique ou pas, du cerveau va se faire pendant le sommeil. Donc, on peut s'attendre à ce que l'organisation du cerveau soit un peu différente. Pas très différente, mais un peu différente. Ensuite, quand l'enfant se retrouve face à des apprentissages, et ceci extrêmement tôt, puisque ça touche les habiletés perceptives, sensorimotrices, etc., vous allez avoir des circuits neuronaux qui vont se mettre en place, mais d'une manière probablement pas tout à fait aussi normale que ce devrait être. Et en particulier, ça va toucher les circuits neuronaux qui permettent l'automatisation des connaissances et puis aussi l'acquisition de nouvelles connaissances grâce à une plasticité cérébrale. Et puis alors, ce qui est le plus évident, c'est que ça va provoquer des difficultés de mémorisation, notamment au niveau procédural, mais pas seulement. C'est cet enfant qui a appris sa récitation le soir et qui le matin n'a plus rien dans la tête. D'accord? Donc évidemment, ça a des conséquences sur les apprentissages, sans qu'on parle pour l'instant encore de dyslexie ou autre chose. Et une des conséquences, c'est aussi, vous avez tous déjà eu des insomnies, le lendemain, vous êtes évidemment un peu irritable et ça va accentuer des conflits sociaux, familiaux et la résistance, si vous voulez, à des troubles comme la dyslexie, etc. Au niveau organique, attention, ce n'est pas si anodin que ça. Pourquoi? Parce que beaucoup d'éléments dans notre corps, physiologiquement, sont gérés pendant la nuit. Par exemple, la sécrétion de STH, ça c'est intéressant. La sécrétion de STH, vous savez, c'est l'hormone de la croissance. Eh bien, on voit beaucoup d'enfants avec des troubles d'apprentissage qui sont petits. Et nous, on constate que quand on les traite, tout d'un coup, ils se mettent à grandir. Ce n'est pas possible que ça soit le hasard. Les orthodontistes qui améliorent la ventilation des enfants constatent souvent la même chose. Il faut savoir aussi qu'après, lorsque l'enfant grandit, si il passe à un stade avec des apnées, ça a des conséquences sur l'apparition de l'obésité qui va aggraver les signes, d'une hypertension artérielle. Ça joue un rôle sur des sécrétions hormonales comme le cortisol. Enfin bref, vous voyez, il y a beaucoup de conséquences. Mais il y en a une qu'on doit connaître. C'est que, vous allez le voir, quand on a des troubles respiratoires et qu'on est enfant, on prend automatiquement une respiration orale. Pour une raison très simple. Il est plus facile de respirer la bouche ouverte quand on manque d'oxygène qu'avec le nez. Eh bien, la respiration orale va faire que les germes vont rentrer directement dans la bouche et donc l'organisme va se défendre en faisant quoi? En augmentant la taille des amygdales, qui sont les organes lymphoïdes de défense. Même chose pour les végétations. Et là, vous installez un cercle vicieux. Vous entendrez souvent dire les apnées de l'enfant sont liées aux amygdales. Non. Les amygdales sont liées au fait que l'enfant respire la bouche ouverte parce qu'il a des troubles respiratoires. Alors, quelles sont les données scientifiques sur le sommeil des enfants 10? Et on va parler aussi des troubles attentionnels, des TDA et TDAH. La première étude qu'on a retrouvée en faisant une bibliographie date de 1993. Donc, c'est quand même vieux, c'est 30 ans. Et là, quelqu'un, j'ai mis les références puisque ça va être enregistré, il est toujours intéressant de pouvoir les retrouver pour les gens qui s'intéressent à ça. Une première étude en 93 a montré toujours le sommeil paradoxal, que le sommeil paradoxal est plus long à apparaître et qu'il a une durée plus courte. Donc, vous voyez, ça fait 30 ans qu'on a constaté que chez les enfants 10, par rapport aux normolecteurs, il y a un problème sur le sommeil paradoxal. D'accord? On a montré aussi que les perturbations dans les phases de sommeil du dyslexique
était corrélé avec la dyslexie. C'est-à-dire qu'en fait, plus le sujet a un sommeil perturbé, et plus, lorsqu'on étudie la dyslexie, il va avoir des problèmes de lecture. Et vous voyez, il a fallu attendre 16 ans pour qu'on en arrive là. Et puis là, on a quelques études qui sont sorties, une en 2014, qui montre que la privation de sommeil entraîne une moins bonne perception de la parole. Et là, on commence à s'intéresser aux troubles phonologiques de l'enfant et une moins bonne lecture des non-mots. D'accord? C'est-à-dire là plus au problème de capture visuelle. Mais ceci n'est pas spécifique aux 10. Tous les enfants que vous allez enregistrer et qui ont un trouble de la lecture, du sommeil, peuvent avoir ces signes. Donc, c'est intéressant parce que vous savez que dans le traitement proprioceptif, on considère que la dyslexie est simplement une dysfonction, simplement. Enfin, simplement, le mot est peut-être un peu léger, mais ce n'est pas une maladie, c'est une dysfonction. En 2016, on se rapproche d'aujourd'hui, une étude a montré a confirmé la présence de perturbations du sommeil, et elle a pour la première fois évoqué la possibilité d'une relation entre l'apparition de la dyslexie et les troubles du sommeil. Alors, c'est là en même temps qu'on voit le trou qui existe entre la pratique, la vie de tous les jours, et puis la recherche scientifique, parce que quand vous interrogez les parents d'enfants dyslexiques, par exemple dyspraxiques, ils vous parlent quasiment tous du sommeil de l'enfant. Ou du moins, si vous le suggérez un petit peu, tout de suite, les signes apparaissent. Si on revient un petit peu en 2014, on voit que chez tous les enfants, leur problème d'apprentissage ou pas, le manque de sommeil perturbe également, encore une fois, la perception auditive. Ça reprend un peu l'étude qu'il y avait avant. Et en 2017, on a montré que chez tous les enfants en âge scolaire, quand vous apprenez des mots nouveaux, eh bien, si le sommeil est bon, l'apprentissage des mots nouveaux se fait beaucoup mieux. Alors que chez l'enfant dyslexique, le sommeil n'améliore pas l'apprentissage des mots nouveaux. C'est-à-dire que la qualité du sommeil ne permet pas cet apprentissage. Enfin, la dernière étude, qui est récente, qui date de 2020, montre que les dyslexiques ont une détérioration plus profonde de la mémoire après le sommeil par rapport aux normolecteurs. C'est-à-dire que si on étudie la mémoire des enfants, les enfants dyslexiques, après le sommeil, eh bien, la mémorisation de moins bonne qualité. Quand on a compris le rôle du sommeil paradoxal dans la mémoire, on comprend pourquoi. Je fais une petite parenthèse sur les troubles du déficit attentionnel, les déficits attentionnel avec ou sans hyperactivité. Là, je vais choquer, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas la première fois. Moi, je considère que le TDA et le TDAH, c'est un mythe neuropsychologique. Si vous avez la curiosité d'observer le sommeil de ces enfants-là, vous apercevrez que c'est avant tout un trouble du sommeil. Avant tout, un trouble du sommeil. Il y a probablement des TDA, TDAH qui échappent à ça, mais franchement, l'expérience montre que c'est vraiment une relation extrêmement forte. Là, la première étude, parce que c'est quand même très connu, même si ce n'est pas très exploité dans notre pays, la première étude date de 1971. C'est la première étude qui a montré un dérivé, si vous voulez, de ce qui est devenu après la Ritaline, sur le sommeil des enfants, d'accord. Et vous voyez en dessous, c'est une photo de PubMed, la base de données scientifique, que j'ai faite le 5 octobre 2021, donc hier. Et vous voyez que les relations entre le sommeil et les troubles attentionnels, c'est aujourd'hui 2029 publications. Et vous voyez la courbe, ça va en augmentant. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute que le sommeil et les troubles attentionnels sont liés. Cette étude est très intéressante. On est en 2004, il y a 17 ans. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le bilan neuropsychologique ne permet pas d'évoquer les troubles du sommeil. C'est-à-dire qu'il va évidemment mettre en évidence les troubles attentionnels, d'accord? En pratique, moi je pense, et j'espère que ça sera écouté, qu'avant d'utiliser des médicaments de type Ritaline, enfin Concerta, tous ces médicaments qu'on utilise beaucoup chez les TDA, qui améliorent l'enfant, hein, très souvent, pas toujours, mais souvent, je pense qu'il faut d'abord observer le sommeil. Et il n'y a pas besoin d'aller faire des enregistrements. Il faut se lever la nuit, à 2 heures du matin, et aller voir son enfant. Et si vous l'observez pendant 3 heures, vous allez comprendre pourquoi
il est énervé le lendemain, pourquoi il n'est pas attentif, pourquoi éventuellement il va dormir l'après-midi en classe. Il faut d'abord faire ça, à mon avis, avant de se lancer dans un bilan neuropsychologique. Parce que les parents ont très très bien vu que l'enfant a un trouble attentionnel. C'était une parenthèse importante. Alors on va terminer, avant de passer aux questions, sur proprioception, dyslexie et troubles du sommeil. En fait, je vais tenter de répondre pourquoi est-ce qu'on a pensé que la qualité du sommeil est importante dans le traitement proprioceptif. Alors, pour un certain nombre d'éléments cliniques basés sur l'observation et le recoupement avec ce que j'ai pu discuter avec d'autres collègues qui font le même traitement. D'abord, vous savez que dans le traitement, on dira deux mots, il y a des exercices respiratoires. Il est clair que l'évolution est extrêmement différente chez les enfants qui réalisent régulièrement les exercices respiratoires avant le sommeil. J'ai fait un petit retour en arrière statistique sur les 200 derniers patients que j'ai revus. Et on estime aujourd'hui, si vous voulez, qu'environ un parent sur deux fait son travail. C'est-à-dire qu'il y a un parent sur deux qui va accompagner l'enfant pendant 3 mois. Il y a un parent sur 4 qui accompagne l'enfant pour 1 an. Donc, c'est réellement un problème. Et c'est bien pourquoi on essaie de sensibiliser les parents. Je prends maintenant beaucoup de temps à leur expliquer les troubles du sommeil. Ça fait partie du traitement, mais d'une manière extrêmement importante. Le deuxième élément qu'on constate, c'est que beaucoup d'enfants arrivent dans le cabinet avec les yeux cernés, une respiration orale, et ils semblent quasiment dormir debout. Ils sont extrêmement fatigués. Le troisième élément, c'est que ce qui m'a toujours frappé, c'est que la très grande majorité des enfants qui arrivent avec le diagnostic d'hyperactivité se laissent examiner tout à fait correctement, sans grand problème, et l'examen dure 1 heure. Alors évidemment, il y a des enfants qui sont plus ou moins stables, mais franchement, souvent, je n'arrive pas à retrouver cette notion d'hyperactivité. Voilà. Le quatrième élément, si vous voulez, c'est que quand même, si on écoute les parents, beaucoup de parents vous disent il a eu un traitement orthodontique, on lui a enlevé les amygdales, et après, les troubles scolaires au moins ont diminué, au moins partiellement et au moins temporairement. Donc tous ces éléments nous ont amenés à introduire d'une manière systématique dans le questionnaire des troubles réceptifs le questionnaire sur le sommeil. Et là, vous voyez les statistiques sur 100 enfants suivis pendant 3 mois. Donc, c'est court. Ils ont été traités. Et ces enfants ont été pris à la suite au cabinet. Donc, il n'y a pas de choix d'enfants. Et à l'époque, on prenait des signes du sommeil qui étaient assez classiques dans l'interrogatoire. Et vous voyez que sur 61 enfants qui avaient fait les exercices tout à fait correctement, on a là une différence statistiquement extrêmement valide sur l'amélioration des troubles du sommeil. Tout ce qui est en vert à droite, si vous voulez, c'est significatif. Et puis, il y a quelque chose qui ne sont pas, comme le ronflement, qui ne sont pas significatifs. Et en reprenant les enfants qui, eux, n'avaient pas bien fait les exercices, eh bien, il n'y a pas de différence significative. C'est-à-dire que les exercices sont là pour améliorer le sommeil. Et maintenant qu'on a compris que le sommeil, c'est la mémoire, c'est le potentiel attentionnel, on comprend l'importance et le temps qu'on passe à gérer les exercices. Et puis, à la suite de ces éléments, on a fait une étude observationnelle. On a repris tous les signes de la dysfonction proprioceptive tels qu'ils avaient été décrits par Martins Acuna, donc il y a presque 40 ans maintenant. On a repris tous les signes qu'on avait vus sur 11 000 enfants 10 qui ont été traités et que moi j'avais entendu plusieurs fois et qui me travaillaient. On est arrivé à 57 symptômes et ces 57 symptômes, on les a fait valider. Alors, dedans, il y avait évidemment les troubles du sommeil et on a pris pour cela une échelle qui est validée sur 5000 enfants, je crois, canadienne, sur les troubles du sommeil. Et puis, une équipe d'étudiants, enfin, ils sont tous des professionnels, hein, du DU, d'une promotion il y a 3 ans, ont examiné, ont proposé l'interrogatoire, le questionnaire, à 101 enfants dyslexiques, comparé à 103 normolecteurs. D'accord ? Et donc là, on a eu 2 surprises. La première surprise, c'est que les signes qui séparent le plus, c'était tous des enfants dyslexiques. Hein. Les signes qui séparent le plus les enfants dyslexiques des autres, ce sont les signes
du sommeil, avec un score extrêmement important, puisque 34 signes étaient valides sur les 57, et sur les 34, vous avez 15 signes qui concernent le sommeil. Donc, quasiment la moitié. La deuxième chose qui est apparue très importante, c'est qu'on avait donné le même questionnaire aux parents. Moyenne d'âge des parents, 42,7 ans. Donc, ce sont des parents jeunes. Dans cette classe de population, on sait que vous avez à peu près, allez, on va dire entre 2 et 4%, suivant le sexe, de personnes qui sont déjà en apnée installées au point qu'elles ont des masques la nuit pour dormir contre l'apnée. Chez les parents d'enfants dyslexiques, donc c'est 101 parents, moyenne d'âge 42,7 ans, vous le voyez, 33% des parents de dyslexiques étaient déjà équipés en pression positive. Donc vous voyez le ratio, vous avez la population générale, on est autour de 3%, et là on est autour de 33%, 10 fois plus. Ce qui nous laisse penser que ce qui se transmet, c'est vraiment le trouble du sommeil. On va aller un peu plus loin maintenant. Suite à cet interrogatoire, on a évidemment cherché à en savoir plus sur le sommeil. Donc, on a fait ce qu'on appelle les polygraphies ventilatoires. J'en ai fait un nombre assez important. J'ai demandé à des collègues de le faire. La polygraphie ventilatoire, on vous prête un appareil et puis l'enfant est enregistré pendant la nuit. Il est clair que cette polygraphie ventilatoire est très peu utile. Pourquoi ? Parce que vous le verrez, les enfants ne font pas des apnées. Or, les polygraphies ventilatoires recherchent essentiellement les apnées. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas d'apnée, il est très difficile de faire ce qu'on appelle une polysomnographie, c'est-à-dire hospitaliser l'enfant dans un hôpital spécialisé ou dans une clinique et enregistrer, et là, avoir énormément d'éléments sur le sommeil, et en particulier avoir un électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme est la clé pendant le sommeil, parce que d'abord, avec d'autres éléments, on peut savoir quand l'enfant est en sommeil paradoxal, et surtout, on peut savoir s'il a des micro-réveils. Qu'est-ce que c'est qu'un micro-réveil ? Eh bien, le cerveau se met en activité comme pendant le réveil, pendant quelques secondes, c'est très court, et en général, c'est suivi d'un mouvement de l'enfant, une agitation. Donc maintenant, la solution est différente. La solution va être basée sur deux choses. En attendant le résultat du protocole qu'on va faire avec Sensoridis, dont je vais parler après, la solution, j'en ai déjà un peu parlé, c'est de revenir à la clinique. Oubliez le matériel, oubliez l'hospitalisation, il faut que les parents observent l'enfant. Donc, s'il y a des parents d'enfants 10 qui écoutent, vraiment, prenez le soin pendant quelques nuits de vous lever à 2 heures du matin, c'est vous qui serez en hyperactivité ou en trouble attentionnel le lendemain, ce n'est pas grave, et observez comment il respire, comment il déglutit, et vous serez en général extrêmement surpris. Et donc là, on va reparler du Sarvas. Pourquoi ? Parce que je prends 5 minutes, si tu veux bien, Corinne, parce que le Sarvas, c'est quelque chose de très important. Vous vous souvenez, syndrome d'augmentation de la résistance des voies aériennes supérieures. Donc, pardon, ce Sarvas a une belle histoire. Mais d'un autre côté, une histoire un peu dramatique. On est dans les années 60. On est en France, je crois que c'est à la Pitié-Salpêtrière. Il y a un jeune médecin, psychiatre, qui s'appelle Guy Minot. Guy Minot, si vous voulez, voit des patients qui sont dépressifs, comme tous les psychiatres, qui dorment mal. Et c'est probablement le premier à se poser la question, est-ce que la dépression provoque les troubles du sommeil, ou est-ce que les troubles du sommeil provoquent la dépression, ou est-ce que c'est mixte? Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 60, les apnées du sommeil s'appelaient en médecine, moi c'est ce que j'ai appris, je suis déjà un peu âgé, donc même très âgé. Donc à l'époque, on parlait du syndrome de Pickwick. Alors, suite au roman de Dickens, donc à l'époque, c'était simple. Les adultes qui font les apnées sont les gros, qui mangent trop, qui boivent trop, qui s'endorment à table. Donc, on observait, on recherchait les apnées du sommeil uniquement chez les gros, qui picolaient et qui mangeaient. Et donc, Guy Minot, lui, ne fonctionne pas comme ça, il observe tous les patients, et aussi bien les maigres. Il les observe tellement qu'il va dormir dans leur chambre pour les observer. Ce qui, il le racontera plus tard, provoquait la raillerie de ses collègues. Ah, Guy Minot va dormir avec ses patients.
Oui, sauf qu'il a commencé à décrire le fait que les apnées existaient aussi chez des gens qui, a priori, étaient maigres, ne buvaient pas, mangeaient pas trop, etc. Et donc, il a présenté ça dans un congrès. Et là, il a été repéré par probablement des chasseurs de tête qui lui ont proposé un poste à Stanford, l'université de Stanford, où il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Et Guy Minot, grâce au service qu'on lui a ouvert pour lui, à l'équipe de recherche qu'on lui a fournie à l'époque, jusqu'à sa mort il y a 2 ans, Guy Minot, c'est entre 700 et 800 publications internationales sur le sommeil. C'est le pape du sommeil. Il a tout décrit dans le sommeil. Et en particulier, à un moment donné, il s'est intéressé aux enfants. Et il a trouvé des enfants qui, en effet, avaient bien des troubles du sommeil. Il y avait des apnées. Donc, il a décrit les symptômes des apnées de l'enfant, qui sont un peu différents de celles de l'adulte. Il a parlé des troubles des apprentissages. Et donc, on lui a envoyé des patients à enregistrer. Et là, surprise, certains patients n'avaient pas d'apnée, et pourtant, ils avaient des troubles d'apprentissage et des troubles respiratoires. Donc, il a essayé de chercher un peu plus loin, et il a fait quelque chose qu'à mon avis, on aurait du mal à faire maintenant. Il a mis des sondes dans l'œsophage des enfants. Vous savez, l'œsophage, c'est un tuyau qui est très, très souple. Donc, s'il y a une variation de pression dans le thorax, on va le savoir tout de suite. Et il a décrit que des enfants pouvaient avoir des signes cliniques, comme les apnées, sans apnée, simplement par diminution du flux au niveau du pharynx, rétrécissement de la tuyauterie au niveau du pharynx. Et donc, il a décrit le SARVAS, qui a été l'objet de discussions dans des congrès, publiés en 1972, et pour la plupart, dans la plupart du temps, complètement oublié. Et je dois dire que c'est en faisant la bibliographie pour faire une recherche sur le sommeil que moi j'ai découvert le SARVAS et que j'ai commencé à observer les enfants, et la plupart des enfants dyslexiques présentent un SARVAS. Quelle est la relation avec la proprioception? Comment on peut la comprendre? Eh bien, il faut comprendre la physiologie. Vous voyez à gauche ici comment se passe la respiration normale. L'air passe par le nez. Vous avez le muscle qui est en bas, qu'on appelle le diaphragme, qui descend. C'est comme si vous aspiriez avec le piston dans une seringue. Vous créez une dépression, pression négative dans tout le système respiratoire. Évidemment, c'est ce qui fait rentrer l'air. Le problème, c'est que toute la tuyauterie est rigide. Les bronches, le pharynx, le larynx, c'est rigide. Donc, il n'y a pas de problème, c'est une pression négative. Mais le pharynx, lui, n'est pas rigide. Et donc, il va avoir tendance à se rétrécir. Mais la nature est bien faite, normalement, quelques millisecondes avant que la pression ne devienne négative, le cerveau envoie un ordre à des muscles, il y en a 12, des dilatateurs du pharynx, qui vont augmenter leur tonus et maintenir la tuyauterie. Ça suppose que le diaphragme fonctionne normalement. Si, comme c'est le cas dans quasiment 100% des enfants et des adultes qui ont un trouble proprioceptif, la respiration est dite de type paradoxal, c'est-à-dire qu'ils respirent en gonflant leurs poumons et non pas en descendant le diaphragme, ce réflexe est altéré ou n'a pas lieu. Donc, quand le gamin inspire, le pharynx va se rétrécir. Ceci va évidemment être perçu par le cerveau comme un élément d'alerte et provoquer un micro-réveil. Et ça, c'est essentiellement quand? Eh bien, quand le tonus musculaire est perturbé, c'est-à-dire pendant le sommeil paradoxal. Quel est le traitement? Alors, aussi paradoxal comme le sommeil que cela paraisse, le traitement, on doit le considérer en deux parties, le jour et la nuit. Le jour, il faut permettre à l'enfant d'ouvrir sa posture, de changer sa position de façon à ce que le diaphragme retrouve une fonction normale. Pour ça, eh bien, on a les semelles, on a les alphes, on a l'orthodontie, on a les prismes, bref, tout ce qui est connu dans le traitement proprioceptif. Mais si on met le diaphragme en position de travailler normalement, mais qu'on ne le reprogramme pas en faisant des exercices, ça ne fonctionne pas bien. Donc, le traitement du SARVAS, même des apnées de l'enfant, dans les troubles d'apprentissage, c'est le traitement qui est bien connu le jour, mais c'est plus les exercices pour retrouver une respiration physiologique au niveau du diaphragme et oublier cette respiration paradoxale. Et puis évidemment, vous l'avez vu, il y a comme conséquence éventuellement des grosses amygdales. Il est certain que si
En plus, la tuyauterie est rétrécie par des grosses amygdales parce que l'enfant a pris l'habitude de respirer avec la bouche ouverte, à garder une déglutition infantile. Eh bien, il faudra enlever les amygdales, ce qui est très compliqué aujourd'hui. Très compliqué. Et Guy Minot, toujours lui, c'est le seul à avoir fait une publication où il a montré que enlever les amygdales chez l'enfant, c'est très bien, mais ça fonctionne pendant 2 ans environ, la plupart du temps. Encore une fois, c'est statistique. Sauf si on fait une rééducation myofonctionnelle des muscles de la langue et du visage. Donc, lorsque l'enfant a des troubles d'apprentissage, lorsqu'il a des troubles du sommeil, il ne faut pas se contenter d'enlever les amygdales et les végétations, il faut aussi rééduquer la musculature et probablement la sensorialité après l'opération. Et je vais terminer, c'est la dernière diapositive, sur le futur. Le futur, c'est quoi? Vous l'avez compris, on a un gros problème de diagnostic des troubles du sommeil de l'enfant. Il faut faire une polygraphie, avoir une polysomnographie, avoir des praticiens qui connaissent l'histoire du SARVAS et des micro-réveils, qui ne considèrent pas l'enfant comme un petit adulte. Tout ça, c'est très compliqué encore. Alors, heureusement, on a éventuellement une porte de sortie, qui est la mesure de ce qu'on appelle l'actimétrie. L'actimétrie, c'est la mesure des mouvements en 3 dimensions dans l'espace. Ça se fait maintenant très simplement avec un petit instrument, c'est une sorte de montre connectée, qui va nous dire, si vous voulez, comment l'enfant bouge. Et il y a une étude qui a montré qu'il existait une relation entre ce qu'on pouvait constater, une corrélation entre ce qu'on pouvait constater par ces mesures d'actimétrie, de mouvement de l'enfant, et puis les données qu'on pouvait avoir dans la polysomnographie. Donc, on va commencer un protocole qui va consister à enregistrer les enfants, leur faire un enregistrement, d'abord du sommeil pendant plusieurs nuits. On va faire des tests attentionnels. Ensuite, on va les traiter et on va voir ce que ça devient au niveau attentionnel, au niveau du sommeil, et s'il y a bien une corrélation entre les deux, et si le traitement proprioceptif est bien, comme on le pense, comme on le constate quasiment journellement, à la base d'une amélioration du sommeil, donc des apprentissages. Alors, ce protocole va se faire avec le parrainage, enfin, va être chapeauté par le laboratoire Commission Action et Plasticité Sensorimotrice de l'INSERM à Dijon. Ils vont nous amener leur cerveau, si vous voulez. Il va être ensuite, il faut beaucoup d'argent, vous savez, pour faire un protocole, parce que ça, voilà, ça coûte cher. Donc, on a l'État qui va nous aider grâce à une participation au salaire d'un jeune chercheur. Et puis, Sensoridis va intervenir, ainsi que notre association. Et donc, je profite vraiment pour remercier Sensoridis. Je crois que là, c'est vraiment une implication pratique qui va avoir 2 conséquences. Je pense d'abord une conséquence matérielle. C'est vraiment une aide dont on a besoin. Il faut acheter les montres connectées, il faut acheter les programmes, etc. Donc, ça coûte de l'argent. Et puis surtout, je pense que c'est une aide qui est aussi morale, c'est-à-dire que les chercheurs, les praticiens ont besoin aujourd'hui de sentir que les patients, et là les parents des patients, sont derrière eux. C'est un moteur extraordinaire et je remercie encore une fois Corinne Grand-Vincent, mais toute l'équipe de Sensoridis, de s'engager dans cette voie. C'est la voie qui, demain, sera la voie royale pour toute la recherche, je l'espère. Il faut que les parents s'investissent pour que les professionnels, si vous voulez, aient les moyens, aussi bien matériels que humains, de travailler et de travailler dans le sens que eux désirent. Voilà l'équipe, on est 4, voilà les noms. Et tout ça, ça va commencer en novembre 2021, c'est-à-dire demain. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai peut-être été un peu long, je ne sais pas, si c'est le cas, je m'en excuse. On peut peut-être réveiller ceux qui se sont endormis, mais personnellement, je suis tout à fait à disposition pour répondre aux questions. Voilà, merci encore.